Bienvenue, Madame, Mademoiselle, Monsieur. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver tous les 15 jours avec Impression. Impression qui est le magazine du livre et de l'écrit que la 2STV vous propose tous les 15 jours. Aujourd'hui, nous ferons une émission spéciale sur l'esclavage parce que, en 2008, l'Organisation des Nations Unies a décrété la journée du 25 mars comme journée de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Une journée dédiée donc à ceux qui ont souffert de l'esclavage et peut-être ceux qui souffrent encore aujourd'hui de l'esclavage et de ses séquelles. Une journée qui est aussi destinée à avoir une pensée pour ceux qui ont combattu l'esclavage comme injustice, peut-être à l'instar des intellectuels de la négritude qui ont participé à l'éveil des consciences. Ce combat doit se poursuivre car dans nos sociétés, l'esclavage existe encore sous des formes nouvelles, un combat qui peut passer par la promotion des droits de l'homme, nous verrons dans la troisième partie de cette émission, la solidarité aussi avec les peuples de la diaspora et la lutte contre le racisme, l'exclusion et la xénophobie. Donc, numéro spécial de Impression sur la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Première partie donc de cette émission, ceux qui sont sur le plateau, je vous les présente tout de suite pour parler de cette commémoration des victimes de l'esclavage. Nous avons d'abord Damien Cardona, qui est le directeur du Centre d'information des Nations Unies de Dakar. Vous couvrez 6 pays. Oui, on couvre 7 en plus. Et je pense que tous les 7 sont bien concernés pour cette journée que, comme vous venez de dire, on commémore le 25 mars. Voilà. Ensuite, le second invité, Ibrahima Thiaw, vous êtes archéologue. Pendant 7 ans, vous avez dirigé le musée, la place Monod, en face de l'Assemblée nationale. Vous avez beaucoup travaillé pendant 7 ans. Vous avez fait des fouilles à Gorée. Vous êtes chercheur, vous travaillez à l'IFAN. Et puis, vous analysez l'esclavage à travers les objets matériels que vous pouvez découvrir dans vos fouilles pour en connaître l'impact sur les populations. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, je reviens à vous, Damien Cardona. Je voudrais, pour commencer cette émission, vous nous précisiez que vous nous donnez des informations sur le sens de cette journée de commémoration pour les Nations Unies. Merci d'abord, M. Khan, pour avoir organisé ce programme dédié à cette problématique, à cette thématique que je pense intéresse à tout le monde et d'une façon très particulière. On est à quelques kilomètres de l'île de Gorée. On en parlera tout à l'heure de ça. En tout cas, parfois les Nations Unies sont perçues comme une organisation qui fait des grandes résolutions, des rapports, un peu éloignés, si vous voulez, du grand public. Par contre, aux Nations Unies aussi, on a des programmes de diffusion, des programmes de sensibilisation, des programmes d'éducation qui traitent les grands thèmes, si vous voulez, qui sont au cœur, qui sont l'âme même des Nations Unies. Il y a, par exemple, bien sûr, sur les génocides, on parle du Rwanda, on parle de la journée de Nelson Mandela, de l'Holocauste. Et l'esclavage a 3 grandes journées internationales que l'Assemblée générale a décidé de proclamer pour nous aider à faire la diffusion à partir de la réflexion, si vous voulez, à partir de l'archéologie aussi, qui c'est aussi un témoignage. Mais on a la journée du 25 mars, après on a la journée du 23 août, que c'est la journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition. Et après, le mois de décembre, on a aussi la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Tout ça, ça fait partie, comme je dis, d'un grand volet d'information, de communication et de diffusion. Mais cette année, en plus du rappel donc, dont nous parlerons tout à l'heure, l'ONU appelle aussi à une célébration du patrimoine et de la culture, la diaspora. C'est ça. Chaque année, ce 25 mars a un thème particulier. L'année dernière était Femmes et esclavage. On a fait une exposition qui est maintenant fait partie de la collection permanente du Musée de la Femme de Dakar, qui c'est sur ce thème Femmes et esclavage. Cette année, on met l'accent précisément sur le patrimoine, comme je disais, le patrimoine en tant que témoin, en tant que si vous voulez, un symbole pour les générations futures de comprendre la réalité, de comprendre l'histoire. Oui. Alors, c'est dire que pour l'ONU, donc, l'essentiel, c'est-à-dire on ne doit pas oublier cette tragédie. Parce que l'arche qui va être, l'arche qui est devant le siège des Nations Unies, l'arche du retour, va être aussi inaugurée officiellement.
Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop parlé assez à Dakar. À l'île des Gorées, un symbole, je dirais, universel de ce qu'on commémore le 25 mars, il y a cette porte de non-retour. Alors, il y a des années, au siège des Nations Unies, on a commencé à parler de créer un espace qui soit comme une espèce de réponse artistique à l'arche de non-retour. Alors, l'année dernière, au siège, à côté de East River, ça veut dire vraiment à l'entrée principale de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a un magnifique monument en marbre blanc qui a été construit par un architecte d'origine haïtienne. Bon, c'est aussi un symbole précisément de mélange de deux mondes, non, de l'Afrique et du Nouveau Monde de l'Amérique. Et lui a placé ce monument que le secrétaire général a inauguré et qui maintenant est vraiment de passage obligatoire pour tout le monde qui visite les sièges des Nations Unies. Et on peut considérer ça comme un symbole, mais surtout comme un engagement supplémentaire des Nations Unies. Ah, absolument. Je pense qu'il y a très peu de monuments dans les jardins des Nations Unies. Comme vous savez, les territoires des Nations Unies à New York, ce n'est pas les États-Unis, c'est territoire diplomatique international. Ça appartient à l'humanité. C'est quelques kilomètres carrés à côté dans l'est de Manhattan. Et alors là, il y a très peu de monuments. Il y a un très joli monument quand on rentre, que c'est un pistolet avec les canons bouclés comme ça. C'est un symbole de la non-violence. Il y a quelques petits monuments, mais avec une force énorme. Alors vraiment, on a mis au cœur même des Nations Unies, ça veut dire l'organisation la plus importante qui rassemble tous les pays du monde, on a mis ce symbole de commémoration des victimes de l'esclavage pour, comme vous dites, être un symbole de nous tous. Oui. Alors, Ibrahim Mathieu, je me tourne vers vous à présent. Alors, je ne sais pas si vous allez nous parler, parce que vous ne travaillez pas sur ça, des chiffres, l'esclavage pendant 400 ans, et puis on parle de 15 millions de personnes déportées par cette traite transatlantique. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, parce que comme le génocide rwandais, les chiffres sont toujours sujets à polémique. Mais vous, j'aimerais savoir ce que vous dites ces chiffres, malgré tout, car vous regardez l'esclavage par le biais de l'archéologie. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que les chiffres sont très controversés. Les chiffres les plus modérés parlent de 9 millions et il y en a qui parlent de 15 jusqu'à 20. Il y a une sacrée marche. Voilà, donc le décalage est assez énorme. Pour nous, archéologues, nous pensons qu'au-delà de ces chiffres-là, l'impact est beaucoup plus énorme. L'impact sur les sociétés africaines est assez remarquable et laisse des traces, des stigmates dans l'espace de vie qu'occupaient ces populations-là, des sites archéologiques qui sont abandonnés massivement, où des populations sont allées occuper des espaces extrêmement difficiles ou extrêmement contraignants du point de vue de l'accès aux ressources ou tout simplement l'accès aux choses les plus basiques de la vie. Hein. L'eau, par exemple, lorsque vous occupez un site situé à 300-400 mètres d'altitude, notamment donc au sud-est du Sénégal, pour accéder à l'eau, c'est extrêmement difficile. Et là, des populations, notamment Bassari Bédik, étaient contraintes d'aller occuper ces espaces-là. Et donc, les chiffres, pour nous archéologues, oui, il y a... Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais enfin, je pense que c'est un faux débat en réalité. C'est-à-dire, l'impact est psychologique, l'impact est économique, l'impact est politique, l'impact de la traite atlantique va au cœur de notre identité actuelle, va au cœur de notre modernité. Et donc, cet impact-là est certainement donc à plusieurs visages. Voilà. Les traces de la traite atlantique sont multiformes, peuvent apparaître sous la forme de simples bâtisses coloniaux. Par exemple, c'est les forts que nous avons par-ci, par-là. Il y a également des traces liées aux activités économiques, au commerce, parce que c'était après tout, l'esclave était avant tout considéré comme un objet de commerce, comme une propriété, comme une culture matérielle au sens propre du terme. Donc les objets liés à ce commerce-là ont une matérialité qui sont visibles archéologiquement.
Du point de vue de l'idéologie aussi, c'est vrai c'est pour la première fois où notre espèce est divisée, éclatée. Il a fallu, pour que l'esclavage puisse se développer et se répandre, il a fallu identifier le noir comme étant au bas de l'échelle humaine et lui donner des caractéristiques physiques. Et donc, l'archéologue peut se demander est-ce que cela est conforme à la réalité, oui ou non. Donc, du point de vue de la culture matérielle, la richesse des témoignages est extraordinaire. Jusqu'à donc, je disais, au squelette des populations qui vivaient sous une condition servile, on peut retrouver les traces physiques du stress lié aux activités qu'ils menaient au quotidien. Et leur alimentation aussi, étant très pauvre, ça peut se refléter également sur leur état physique. Oui, à vous entendre, c'est vraiment beaucoup plus destructif, beaucoup plus important peut-être que les faits historiques tels que les relatent les historiens tout simplement. Parce que votre travail est vraiment plus en profondeur. Ils relatent les faits, vous interrogez les sites, vous interrogez les environnements, vous faites des recherches. Oui, bon, je n'ose pas dire que c'est plus important, tout simplement parce que c'est vrai que l'archéologie aussi a ses limites du point de vue de l'interprétation. Comment faire parler ces traces-là, comment les interpréter, c'est un enjeu. Et pour faciliter le travail, nous sommes obligés, une fois que nous collectons toutes ces informations-là, de confronter avec les documents écrits, les sources écrites, mais également avec les documents, avec les traditions orales. Et donc ceci nous aide à mieux comprendre la signification, le sens des objets que nous trouvons sur le terrain. Oui. Alors, Damien Cardona, cette année, les Nations Unies demandent aussi une célébration du patrimoine et de la culture, n'est-ce pas, et de la diaspora africaine et de ses racines. Alors, est-ce une manière de dire que l'esclavage, quand même, a surtout brisé des cultures qui existaient là? C'est peut-être l'évidence. C'est une manière de réparer cela? Oui, si vous voulez, ça fait partie aussi d'encore une autre déclaration de l'Assemblée générale qui a déclaré la décennie les personnes de descendance africaine. Alors, si vous voulez, pour trouver l'aspect positif, c'est ce qu'il faut en trouver, bien sûr, de cette réalité historique, il faut trouver l'héritage de ça qui a donné cette tragédie historique. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça que le professeur vient de nous dire, qu'il faut, je pense, mettre l'accent sur une personne. C'est-à-dire, les Nations Unies ont continué à travailler sur environ 14-15 millions de personnes entre le siècle XVI et le siècle XIX. Ça, c'est un peu les chiffres que tout le monde un peu accepte. Mais c'est une seule personne qui est important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a frappé quand le président Obama ou le pape est allé à la porte de non-retour? C'est de s'imaginer soi-même là, comme une seule personne qui est en train de passer par ces drames. Alors même l'arche de retour de New York, si vous me permettez de revenir à le monument tellement important qui est placé au siège, il y a une arche blanche et au milieu, il y a une seule personne. Il y a un corps d'un homme noir, mort, mais avec un visage d'espoir. Mais comme je dis, on peut parler des millions, mais il faut aussi les centrer à une seule personne, parce que c'est une seule personne qui arrive dans le cœur de chacun. Et vraiment, l'esprit de toute cette, si vous voulez, campagne de formation, de sensibilisation, c'est ça. C'est d'arriver au cœur de chacun et de chacune pour qu'on puisse le comprendre, on puisse le partager. Et bien sûr, on peut garantir que des choses pareilles ne vont pas se répéter. Même si, comme vous avez dit tout à l'heure dans la présentation, plusieurs formes d'esclavage, malheureusement, continuent à être encore un peu partout dans le monde. Le directeur du Bureau des Nations Unies de Dakar fortifie ce que vous disiez aussi quand on échangeait un peu à propos de cette émission-là, c'est-à-dire que les souffrances et les stress qui affectent les gens de la diaspora par rapport à cet esclavage-là. Oui, c'est des souffrances qui sont réelles et il y a eu beaucoup de travaux, notamment au niveau des Amériques, où des archéologues ont mis à jour des témoignages qui sont extrêmement frappants sur leur expérience, mais également le lien avec l'Afrique. Et là, on a des objets qui montrent leur capacité de survie
dans un autre continent, dans d'autres conditions, malgré tout le stress, malgré le fait que leur liberté était confisquée, ils ont pu préserver des valeurs africaines à travers des objets qu'ils ont pu reconstituer pour essayer de se reconstruire leur Afrique à eux, même après avoir traversé l'Atlantique dans des conditions atroces. Oui. Alors cette décennie qui leur est réservée, c'est une décennie pour la promotion de la justice, de l'égalité. C'est une décennie quand même qui a peut-être pour objectif final de un peu réduire ce traumatisme qui peut être le leur. Oui, en fait, si vous voyez, le secrétaire général des Nations Unies, cette année, il a envoyé, comme il fait tous les années, un message à l'occasion de cette journée. Si vous me permettez, il parle, je ne veux pas le lire tout parce qu'il est trop long, mais il dit comme ça, je cite, « Musique entraînante, art audacieux, gastronomie variée et littérature exaltante. L'influence de l'Afrique sur la culture moderne est évidente. On est peut-être moins conscient de tout ce que les personnes descendantes africaines apportent dans les domaines de la médecine, de la science et de la conduite des affaires publiques et des fonctions importantes qu'elles occupent dans la société en général. » Ça veut dire valoriser précisément tout ce qu'il y a maintenant de l'autre côté. L'âge de retour aurait pu peut-être mieux placé qu'à New York, être placé au Brésil, ou dans les Antilles, en Haïti, ou dans le sud des États-Unis, où vraiment il y arrivait des esclaves. À New York, les immigrants arrivaient au moins de façon volontaire, à travers de la île de Ellis. Mais il y a des autres endroits. Mais je pense que les millions et millions d'afrodescendants, déjà depuis des décennies et décennies, ont pris conscience d'abord de la fierté de leurs origines et en même temps de leur contribution à la création des États nouveaux. Parce qu'en fait, tous les États de l'Amérique sont des États, si vous voulez, beaucoup plus nouveaux que celles de l'Europe, le Brésil, les pays des Caraïbes, les États-Unis même. Alors, tout cet héritage africain dans ces nouveaux États des Amériques est de plus en plus valorisé. Il y a des musées, on parlait tout à l'heure que bientôt à Washington, il va ouvrir un nouveau musée de la descendance africaine aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est énormément important pour que les nouvelles générations apprennent de ce passé terrible, mais en même temps ont un regard d'optimisme vers le futur. Alors, l'important, l'extraordinaire, c'est que le lien soit maintenu peut-être. Parce que cette arche dont on parle, c'est une réplique, peut-être, et l'idée est géniale, l'inspiration, c'est une réplique de la porte de non-retour qui est à Gorée. Notre survie dépend, en réalité. C'est-à-dire, je crois que l'Afrique doit maintenir les conversations, ce dialogue avec la diaspora pour se maintenir. Et montrer aux descendants, aussi bien afro-descendants que les Africains actuels, qu'ils puissent s'approprier la modernité comme un projet où ils ont contribué. Toutes ces grandes civilisations modernes, si vous voulez, New York au cœur de la modernité actuelle, a été bâtie avec le sang et la sueur des populations esclaves. Et ça, c'est valable pour toutes les grandes villes d'Occident et d'Amérique. Et donc, nous pouvons nous approprier cette civilisation. Nous avons contribué à bâtir ces grandes nations. Nous avons droit d'y être. Et ça repose beaucoup de problèmes, l'immigration actuelle et tant d'autres problèmes de race auxquels on est confronté. On en parlera dans la troisième partie, oui, c'est cela. Oui. Donc, nous y avons droit et ce dialogue doit être maintenu pour que nous puissions marquer notre présence et continuer à marquer notre présence. Oui. Il faut quand même insister sur le fait, parce que ce sera aussi un des points de cette commémoration, le rôle des intellectuels qui ont, à leur manière, lutté contre cette injustice-là. Quel esclavage. Absolument. Moi, ça fait 1 an que je suis à Dakar et je me souviens que je me suis surpris quand je me suis rendu compte d'un point de vue géographique que s'il y avait un vol direct entre Dakar et Natal au Brésil, on serait à 4 heures d'avion. Le pont serait presque possible. Mais les ponts intellectuels ont déjà été créés. Je pense que le Sénégal a eu quelque chose d'énormément remarquable, non? Ces rencontres, si vous voulez, tellement fortes qui a eu lieu entre ces 3 hommes, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, qui venaient des Antilles, non, de la Martinique, et Léon Gontran Damas de la Guyane. Je pense que eux, ils ont vraiment, c'est un symbole de ce rassemblement, si vous voulez, de cette
création de ponts, de cette création de ponts intellectuels, mais en même temps de ponts affectifs, parce que je pense que les relations humaines se font de ça, des émotions, des affections. Et on doit aussi beaucoup travailler sur maintenir ces liens, comprendre les héritages et connaître les origines. Oui. Je pense que c'est énormément important. Et ce n'est pas seulement le rôle des chercheurs, des historiens ou des archéologues qui fouillent, mais aussi, c'est vrai, des intellectuels qui ont le devoir de maintenir la mémoire. Moi, je chercherais même cela au niveau des populations, des individus ordinaires. Et encore là, c'est peut-être ma profession d'archéologue qui me fait parler, parce que tout simplement, les Senghor, Césaire, etc., c'était une élite. Ils ont mené le combat, mais c'est un combat qu'ils ont continué. C'est un legs qu'ils ont reçu d'autres populations. Je vous donne un exemple très basique de gens qui ont combattu l'esclavage en Afrique, mais dont on ne connaît pas. Des gens qui ont combattu l'inégalité et l'oppression. Il y a un groupe sur lequel je suis tombé au sud-est, que j'appelle des groupes, des populations utopistes. Ils sont allés construire des structures et des modes d'organisation sociale qui allaient à l'encontre du système hégémonique et de domination des populations environnantes, notamment les Malinké, qui ont construit de grands empires, mais également le système de domination que l'on retrouve dans la plupart de nos États sur le littoral, mais également le système colonial. Ils ont construit des sociétés où il n'y a ni roi, où il n'y a ni esclave, où il n'y a ni caste. Mais ça, c'est un modèle dont nous devons beaucoup apprendre. Et ces utopistes africains-là, c'est des individus ordinaires que nous ne connaissons pas. Des sociétés égalitaires par excellence. Absolument. Parce que justement, la lutte contre l'esclavage passe évidemment par l'égalité, la restauration de l'égalité. Absolument. Si vous voyez les documents peut-être le plus important que l'humanité ça donné à elle-même après la création des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette déclaration que nous engage à nous tous comme État, mais aussi comme société, il y a même l'article 4, ça veut dire l'article 4, c'est un des articles les plus importants, et il parle dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite d'esclaves sont interdits sur toutes leurs formes. Ça veut dire on est vraiment, comme je dis à l'article 4, au cœur même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis pour revenir sur l'Arche du retour, peut-être que nous allons terminer la conversation, l'Arche du retour. Alors le premier élément, c'est reconnaître la tragédie, n'est-ce pas, Damien Cardona. Deuxième élément, rendre compte de l'héritage. Et puis surtout, le troisième élément important, nous souvenir. Souvenons-nous, oui. C'est ça exactement. Je pense que cette phrase, let's remember, en anglais, c'est comme ça que c'est écrit sur les monuments. Et c'est précisément ça. Je pense que ça, c'est pas l'archéologie. Ça sera peut-être l'archéologie dans quelques siècles. Quand ils iront voir les ruines du bâtiment des Nations Unies à New York, ils vont peut-être trouver l'Arche de retour, ils vont trouver ces phrases écrites. Mais les phrases sont là. Les phrases sont écrites précisément pour ça. Et quand des groupes des écoles, quand des groupes de partout dans le monde qui visitent, il y a des milliers de personnes qui toutes les années vont au siège, ils vont se rendre compte que la tragédie, que l'injustice, une des injustices plus grandes qui a été commise pendant l'histoire de l'humanité a été, et continue à être malheureusement, mais la traite transatlantique, peut-être, celle-ci elle est finie, mais l'esclavage n'est pas fini, mais c'est vraiment cette page noire de l'humanité. La seule façon de la comprendre, c'est pour que les nouvelles générations apprennent de ça. Oui. Et que ça ne répète plus jamais. Voilà, on verra cette partie-là en terminant l'émission avec justement Fatou Camara et Eugénie Rokhaya qui vont nous parler de ce qu'il faut faire maintenant après avoir constaté les dégâts de l'esclavage. Mais à ce sens-là, nous allons recevoir sur ce plateau, en se basant sur les textes des auteurs du triumvirat de la négritude, vous les avez nommés, Senghor, Damas et Césaire, et Léon contre Damas, Césaire et Senghor, sur le terre pour savoir comment ils ont participé à ce combat de prise de conscience
des Noirs, et voir comment la négritude a pu réagir face à la traite négrière précisément. Nous les recevons.